Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est le sujet de priorité de la FMES, qui est la Méditerranée et le Moyen-Orient. Et surtout, je voudrais indiquer qu'à mon avis, la Méditerranée et le Moyen-Orient, c'est en quelque sorte un concentré du monde stratégique dans lequel on vit autour de sur notre planète. La première idée que je voudrais faire passer, qui est à mon avis une idée qui irrigue toute la situation stratégique actuelle, c'est la désoccidentalisation du monde. Nous vivons une période, à mon avis, pas très bien perçue par les Français et les Européens. Les Français et les Européens ne réalisent pas très bien. C'est que c'est la fin d'un cycle. Ça fait au moins depuis 100 ans que le monde progressivement s'occidentalisait, c'est-à-dire finalement était en quelque sorte fasciné par le modèle européen puis le modèle occidental, c'est-à-dire le modèle américain qui lui-même s'appuyait sur la tradition européenne, et peu ou prou se rapprochait de ce modèle. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'était encore plus le cas, ça s'est accéléré, notamment pour la partie du monde qu'on appelait le monde libre, mais qui représentait comme une grosse partie de l'humanité. Et puis depuis la chute du mur, là, depuis 30 ans, les choses se sont considérablement accélérées, tellement peut-être, d'ailleurs, il y a peut-être un lien de cause à effet, que la vague est repartie. Aujourd'hui, le monde n'est plus fasciné par le modèle occidental. Aujourd'hui, des modèles alternatifs émergent avec des conceptions, des valeurs, des modes de fonctionnement, et il y a même un fort ressentiment contre l'Occident. Et en Méditerranée, je trouve que ce phénomène est particulièrement visible. Le fossé entre l'Europe et le Sud, qui commence à la Turquie, s'accroît continuellement depuis quelques années, dans tous les domaines, dans les domaines démographiques, politiques, culturels, économiques. Quand on se rappelle, dans les années 90, tous les accords, tous les partenariats qui étaient créés, que ce soit dans le processus de Barcelone, le partenariat euro-méditerranéen, que ce soit le dialogue méditerranéen à l'OTAN, que ce soit les accords d'Oslo, tous ces accords avaient en toile de fond une forme de convergence des modèles vers le modèle européen, c'est-à-dire l'économie maître, l'alpha et l'oméga des relations internationales. Quand l'économie se développe, eh bien, le niveau de vie augmente, les tensions s'atténuent, les guerres deviennent de moins en moins praticables, les sociétés se démocratisent et tout le monde converge vers un modèle qui est peu ou prou un modèle européen. Eh ben, quand on regarde la réalité aujourd'hui, elle est fondamentalement différente de celle qu'on attendait il y a 30 ans. Alors on pourrait discuter sur les causes de tout ça. Il y a les inégalités croissantes, il y a les interventions américaines, à la fois brutales et inefficaces. Donc on a une perte de prestige phénoménale des Occidentaux. On a bien sûr dans nos propres sociétés une sorte de fatigue, une rétractation. On a un doute. Les sociétés occidentales et notamment européennes doutent d'elles-mêmes. Il y a une islamisation croissante qui s'effectuait sur un substrat très anti-occidental. Bref, en tout cas en Méditerranée, cette désoccidentalisation, elle est palpable et elle a plusieurs conséquences. Prenons par exemple la Russie qui revient et s'instaure, reprend sa place en fait dans les mers chaudes, que ça soit en Syrie, à Tartous, en mer Rouge, en Méditerranée orientale, en mer Rouge, et vers l'océan Indien, en Afrique du Nord. Cette politique finalement assez traditionnelle de la Russie, eh ben, elle s'appuie sur le plan idéologique sur un sentiment de revanche. La Russie se présente comme l'aide aux pays du Sud dans leur revanche vis-à-vis de l'Occident et des pays du Nord. La Turquie, qui a une rivalité séculaire avec la Grèce, avec Chypre, avec le monde grec, eh bien, elle transforme cette rivalité en croisade ottomane contre la chrétienté. Le conflit israélo-palestinien, qui est un conflit de population, de peuple, un conflit national entre deux populations, deux nations pour la même terre, ce conflit se théocratise en un conflit religieux, millénaire, entre l'islam et Israël, et derrière Israël, l'Occident. Et même les tensions au sein de l'islam, entre sunnites et chiites, entre islam politique et islam salafiste, en fait, s'appuie sur un substrat de rejet des valeurs et du modèle occidental. Donc, première conséquence, une idéologisation anti-occidentale. Deuxième conséquence, à mon avis,
une autonomisation vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de l'Ouest, vis-à-vis des Américains, mais aussi vis-à-vis des Européens. Alors c'est bien sûr très clair vis-à-vis de la Russie, qui reprend sa place comme une puissance autonome, un peu revancharde, qui s'affranchit totalement des États-Unis et de l'Europe. Mais c'est plus fort, c'est plus visible encore avec la Turquie. La Turquie qui pendant toute la guerre froide était un allié, qui était un allié clé d'ailleurs du système occidental et du système de l'OTAN face à l'Union soviétique et au pacte de Varsovie, eh bien la Turquie s'autonomise totalement. Elle cherche à sécuriser son glacis, c'est le cas en Syrie, c'est le cas en Irak, c'est le cas en Azerbaïdjan. Elle cherche à gagner en influence, en s'appuyant d'ailleurs sur le fantasme de l'Empire ottoman, c'est le cas en Libye, c'est le cas en Somalie. Elle cherche aussi des leviers, notamment vis-à-vis de l'Europe, et c'est le levier migratoire bien sûr, c'est le levier du gaz, mais c'est aussi le levier de la diaspora turque en Europe. Donc la Turquie, clairement, s'autonomise totalement de l'Europe et des États-Unis, en jouant sur un jeu à trois entre la Russie, les États-Unis, et en se plaçant au milieu de ce jeu à trois. Mais c'est aussi flagrant avec des anciens pays qui étaient finalement complètement alignés sur le modèle occidental et dans le parti, j'allais dire, la mouvance occidentale. C'est vrai d'Israël, qui s'émancipe totalement, c'est le cas en Méditerranée orientale, mais c'est le cas en mer Rouge. La politique israélienne aujourd'hui face à l'Iran en mer Rouge, toutes les actions militaires israéliennes étaient inimaginables il y a quelques années. L'Égypte, bien entendu, la politique égyptienne en Libye, en totale autonomie, là aussi, c'était pas envisageable il y a 20 ans. Le Qatar, qui soutient les mouvements fréristes des frères musulmans au Moyen-Orient, en Méditerranée et même en Europe, est aussi une illustration d'un pays du Golfe qui a sa propre stratégie, et d'ailleurs en symétrique, les Émirats arabes unis ont leur propre stratégie également, complètement autonome. C'est le cas en Libye, c'est le cas face au Qatar, en Méditerranée orientale. On a d'ailleurs, et c'est très intéressant, puisque là, la puissance occidentale et américaine s'affaiblit en Méditerranée, on a une forme de moyenne orientalisation de la Méditerranée, ce qui montre bien ce levier, ce retour de balancier. Troisième conséquence, bien sûr, c'est la Chine, mais ça c'est global, et dans cette région, la Chine monte doucement, parce que cette région, elle est d'abord économique pour la Chine, donc le marché et la technologie européenne, les matières premières, les infrastructures et l'influence dans le sud. La Chine a besoin de stabilité, elle pose ses pions, comme dans un jeu de Go, des pions qui ne sont pas toujours très spectaculaires, mais qui progressivement lui permet de tisser sa toile dans cette région. Dans ce jeu des puissances, ce qui est frappant, c'est que l'Europe est complètement absente. Elle est absente d'abord parce que les pays d'Europe du Nord se désintéressent complètement du Sud et ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Elle est absente parce que les pays d'Europe du Sud, qui eux comprennent très bien ce qui se passe, sont en concurrence mutuelle, et on voit bien l'échec du format Med7 qu'on a essayé de monter, et pour l'instant on n'arrive pas à fédérer l'action de ces 7 pays méditerranéens dans la région. Elle est absente parce qu'elle a une réticence face à la puissance. Or, le jeu des puissances revient. Et là, on voit bien que les pays d'Europe n'ont pas encore accepté ce retour de la puissance. Elle est aussi absente parce qu'il y a une forme de masochisme, j'allais dire, une mauvaise conscience post-coloniale qui rend les Européens mal à l'aise avec leur rapport au Sud. Dans cette tension croissante, l'Europe a une position de plus en plus fragile et l'orage approche, pour reprendre une formulation de Churchill. Nous avons des sociétés de plus en plus sous tension, des règles internationales de plus en plus remises en cause, un emploi de la force qui se désinhibe de plus en plus. Cette région est une des régions les plus violentes du monde. C'est probablement la région la plus violente du monde, où les guerres sont de plus en plus explicites, un peu partout. C'est une région où le ressentiment anti-européen est croissant, et tout ça fait de l'Europe une forme de proie idéale. Elle est à la fois riche, elle est convoitée, méprisée, dans ce sens qu'elle ne fait peur à personne. Pour reprendre un concept de René Girard, dans ces montées de ces tensions régionales extrêmement fortes, l'Europe peut faire figure d'un bouc émissaire idéal pour apaiser ces tensions. Je pense que cette prise en compte de ce nouveau monde à nos portes
est une nécessité pour les pays européens, une nécessité pour la France, parce que personne ne prendra notre destin en main et personne ne réglera ces tensions à notre place.